Ça y est, c'est partagé. C'est bon, c'est parfait. C'est parfait. Donc, on va faire bonjour tout le monde. Donc, on va poursuivre le cours sur les syndromes coronaires aigus. Et cette fois-ci, ça va être les syndromes coronaires aigus sans décalage du segment ST. Et mes références, ce sont les recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2015. Je vous informe que nous avons les nouvelles recommandations de 2020, mais je n'ai pas eu le temps de les mettre à jour mon cours, mais ça existe, ça a changé, les choses ont un petit peu changé. Voilà. Donc, nous allons parler des syndromes coronaires aigus sans ce décalage du segment. Il faut savoir que souvent, je le dis bien souvent, c'est une complication thrombotique de l'athérosclérose coronaire. C'est-à-dire qu'il y a une plaque d'athérome où la chape fibreuse a été rompue ou bien érodée, il y a une érosion de la chape fibreuse, et bien sûr, vous avez le contenu de la plaque d'athérome a été en contact du flux sanguin, et bien sûr, au niveau de l'artère coronaire, et bien sûr, formation d'un thrombus, d'agrégation plaquettaire, et par la suite, coagulation et formation d'un thrombus au niveau de cette lumière de l'artère, dans la lumière de l'artère coronaire. Il faut savoir que ce thrombus-là, pour des raisons qu'on ignore pour le moment, va ne pas être totalement obstructif. Et ce thrombus-là va être friable et peut entraîner justement une migration de débris, si vous voulez, de débris de sang, des thrombus qui vont migrer en distalité, vont entraîner des occlusions en distalité et entraîner justement être la source d'un syndrome coronaire aigu sans sous-décalage du segment ST. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, ça peut être d'une autre cause. Ça peut être, par exemple, on a vu, par exemple, dans les infarctus de type 2, ça peut être un déséquilibre entre les besoins et les apports qui va entraîner une souffrance myocardique, donc des lésions myocardiques qui sont en dehors d'une athérosclérose, en dehors d'une complication thrombotique de l'athérosclérose coronaire. Ça, c'est une des éventualités. Par exemple, au cours d'un pic hypertensif également, le patient peut avoir un déséquilibre entre les besoins et les apports, etc. etc. Donc, l'athérosclérose coronaire est le plus souvent à l'origine de ce syndrome coronaire aigu sans sous-décalage du segment ST, mais on peut avoir d'autres étiologies. Il faut savoir que ça reste une urgence médicale, parce qu'on ne sait pas comment ça peut évoluer, même si le thrombus n'est pas obusif, mais quand même, il y a une souffrance myocardique. Pourquoi? Parce que ça peut évoluer vers une complication carrément thrombotique, ça peut avoir une occlusion, évoluer vers une occlusion totale de l'artère coronaire et aller vers le syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST, et comme ça peut évoluer également chez les patients à très haut risque vers le décès. D'accord? Donc, c'est très important à connaître. Alors, quand on parle de cette complication, on a vu déjà dans la classification des syndromes coronaires aigus, il faudrait voir, bien sûr, vous avez l'ischémie, vous avez la C clinique évoquant une ischémie myocardique, on va voir, c'est souvent la douleur thoracique, ou bien, par exemple, une insuffisance cardiaque. Donc, souvent, c'est une douleur thoracique qui fait évoquer, suspecter un syndrome coronaire aigu. Et bien sûr, quand vous faites un électrocardiogramme, vous regardez directement le segment ST. Quand vous avez un sus-décalage du segment ST, donc au moins 2 dérivations contiguës, donc on est dans le syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST, et ça veut dire que c'est une occlusion totale, et ça veut dire qu'il faut faire une reperfusion en urgence, une désobstruction en urgence, c'est ce qu'on a vu hier. Quand le segment ST n'est pas sus-décalé, alors ça peut être un sous-décalage du segment ST, ça peut être une inversion de l'onde de T, ça peut être un ECG tout à fait normal, et peut-être qu'un ECG, il y avait des anté qui étaient négatives au départ, et par la suite, normalisation de l'ECG, ou bien un sus-décalage non persistant du segment ST, c'est-à-dire qu'il régresse spontanément en moins de 20 minutes. Tout ça évoque ce qu'on appelle les syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du segment ST. Jusqu'à maintenant, on est là. Donc, on sait qu'on est dans une souffrance myocardique, d'accord? Mais on ne sait pas quels sont les patients dans ces syndromes coronaires sans décalage du segment ST. Certains vont entraîner une souffrance myocardique, entraîner
des lésions myocardiques aiguës, qui entraînent une élévation des troponines, bien sûr dans un contexte d'ischémie, et vous êtes dans ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde avec sans sus-décalage du segment ST, et il y a certains malades qui vont, c'est vrai qu'il y a une souffrance myocardique, mais vous n'avez pas la troponine, n'est pas élevée, d'accord? Et bien sûr, vous n'avez pas une élévation ou bien une cinétique des troponines dont au moins une est élevée. Si vous n'avez pas cette élévation avec une cinétique, vous n'avez pas cette élévation, ça veut dire que vous êtes dans l'angor instable. Donc, dans le syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST, la place des biomarqueurs de la nécrose myocardique sont très, très importantes. Vous avez d'une part, si vous avez une augmentation ou bien une diminution de la troponine, c'est ce que vous êtes dans l'infarctus sans sus-décalage du segment ST. Si la troponine est négative, elle est en dessous du 99e percentile, vous êtes dans l'angor instable. Et donc, c'est très, très important de savoir pourquoi on a fait comment différencier ou bien ces deux situations. Nous avons imaginé ces deux situations, c'est pour voir les patients qui sont à très haut risque dans l'angor instable et dans l'infarctus sans sus-décalage du segment ST, le risque n'est pas le même pour les deux malades, les deux patients. Pourquoi? Parce que dans l'infarctus, bien sûr, le risque est très, très, très important, alors que dans l'angor instable, le risque d'évolution vers un infarctus également est très faible. Donc, il faudrait différencier ces deux situations. Pourquoi? Par la suite, vous allez voir que ces deux patients, il faudrait faire une stratification du risque ischémique. Pour l'un, c'est à haut risque, vous allez voir qu'on passe rapidement à une coronarographie pour voir ce qui se passe au niveau des artères coronaires, pour éventuellement, je dis bien pour une éventuelle revascularisation, soit par une angioplastie coronaire, soit carrément par indiquer d'emblée une chirurgie de pontage aortocoronaire. Et chez les patients qui ont un angor instable, s'ils sont à faible risque, vous allez voir qu'on va demander, on va les traiter comme étant des syndromes coronaires aigus, on va demander un test d'ischémie pour voir s'il y a réellement s'il reste des patients à haut risque, ça veut dire qu'on met en évidence une ischémie myocardique, et bien sûr, ils seront candidats à une coronarographie pour vérifier les artères coronaires et bien sûr indiquer ou non un geste de revascularisation. Est-ce que vous êtes toujours à l'écoute? Toujours là. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est la différence entre les deux. Donc, il faudrait savoir qu'il faut toujours avoir la scène, la scène douloureuse, la scène clinique évoquant une ischémie myocardique qui est souvent une douleur thoracique, ça peut être autre chose, une insuffisance cardiaque, qui vous font suspecter un syndrome coronaire aigu. De là, vous allez faire un électrocardiogramme, vous regardez le segment ST, il n'y a pas de sus-décalage du segment ST, donc vous êtes en face d'un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST. Dans cette catégorie, vous êtes soit en face d'un infarctus sans sus-décalage du segment ST que vous allez confirmer par une troponine, ou bien face à un angor instable où la troponine est négative. Bon, sur ce schéma, j'ai dit plus de 6 heures, mais dans les nouvelles recommandations, on dose les troponines ultrasensibles. Je vous ai dit dans le cours de la définition d'infarctus du myocarde, la troponine ultrasensible, c'est tout simplement une troponine où la technique est vraiment très, très sensible pour détecter de faibles taux de troponine qui passent dans le sang. Donc, oubliez ce terme de 6 heures, moins de 6 heures, ça, c'est les anciennes recommandations. Donc, on fait les troponines ultrasensibles, généralement à l'admission, en fonction des protocoles. Par exemple, ceux qui t'appliquent au CHU, c'est à l'admission, c'est à 0 heure, et 3 heures après, pour voir s'il y a une cinétique des troponines, s'il y a deux troponines dont au moins une est élevée, avec une cinétique qui est franche, donc vous êtes face à un infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST. Si vous faites les deux troponines à 0 heure et 3 heures, pour certains laboratoires, 0 heure, 1 heure, si vous ne trouvez pas d'élévation de la troponine, ça veut dire les deux troponines restent en dessous, inférieur au 99e percentile, et donc il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas d'augmentation dans les deux valeurs, et donc vous êtes dans l'angor instable. Donc, dans l'une, quand la troponine est positive avec une cinétique, vous êtes dans l'infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST. Quand la troponine, les deux troponines sont négatives,
vous êtes dans l'angor instable. La présentation clinique, c'est le principal symptôme, c'est la douleur thoracique. C'est toujours la même douleur qu'on a décrite hier, la douleur angineuse dans sa forme typique, constrictive, qui peut être prolongée, qui peut être type intermittente, qui peut être un angor d'effort, au moindre effort, de nouveau, mais au moindre effort. Ça veut dire qui d'emblée grave. Et donc, vous pouvez avoir la même douleur prolongée plus de 20 minutes comme celle de l'infarctus décrit hier. Vous pouvez avoir l'angor de nouveau d'emblée sévère, ça veut dire un nouveau angor, mais récent, mais il est d'emblée sévère, ça veut dire classe 3 de la classification canadienne, que vous avez déjà vu dans le cours avec Dr Lawati pour l'angine de poitrine, ou bien c'est un patient qui était connu pour un angor stable, mais qui voit son angor apparaître pour des efforts de moins en moins importants. Ça veut dire qu'il y a déstabilisation récente d'un angor stable. En quatrième position, notre description, c'est un patient qui est connu déjà pour infarctus du myocarde, qui a déjà des antécédents d'infarctus du myocarde et qui présente un angor après l'infarctus du myocarde, ce qu'on appelle l'angor post-infarctus. Donc, le syndrome coronaire sans sus-décalage du segment ST peut se présenter cliniquement selon ces quatre présentations, quatre descriptions de leur thoracique. Il peut se présenter également pour des douleurs qui sont atypiques. C'est ce qui a été décrit hier. Chez certaines catégories de patients, chez les sujets jeunes, chez les sujets âgés de plus de 75 ans, les patients diabétiques, les insuffisants rénaux. Ça peut être un type d'épigastralgie, méfiez-vous, surtout chez les diabétiques avec des troubles digestifs récents. Les patients jeunes, méfiez-vous des douleurs thoraciques en coup de poignard, des douleurs d'allure pleurétique ou bien une dyspnée vient pour une insuffisance, des signes d'insuffisance cardiaque, une dyspnée qui tend à s'aggraver, surtout chez les sujets âgés. Méfiez-vous de ces symptômes-là. Ça peut évoquer un syndrome coronaire aigu. Donc, après cette étape de l'interrogatoire, je le dis bien, c'est l'interrogatoire, et à partir quand c'est un interrogatoire qui a été bien mené, qui a été bien conduit, sans suggérer, il ne faut jamais suggérer à un patient une description particulière d'une douleur thoracique. Vous posez des questions et laissez-le répondre, d'accord? Il faudrait regarder le patient en face parce que quand il peut ne pas décrire avec les mots, il peut décrire avec les gestes, mais il se présente comme ça, il vous décrit la douleur comme étant une douleur, comme il peut la décrire avec une main qui est posée sur le thorax, sur la poitrine, et il vous montre qu'il serre avec la main, et donc ça décrit tout simplement une douleur rétrosternale de type constrictive. Il ne peut pas s'exprimer comme vous voulez, mais il peut décrire avec la main, avec le geste, cette douleur. Donc, il faudrait interroger et regarder votre patient pendant l'interrogatoire. Deuxième étape, c'est de la même chose, il faudrait regarder la probabilité de la maladie coronarienne. C'est très important parce que, je vous ai dit hier, toute douleur thoracique n'est pas égale obligatoirement à un syndrome coronaire aigu. Ça peut être le poumon, ça peut être l'aorte, ça peut être une embolie pulmonaire, etc. Et donc, vous recherchez la probabilité de la maladie coronarienne. Ça veut dire plus vous avez des signes d'athérosclérose, des critères, enfin des signes cliniques d'athérosclérose chez le patient, plus d'une autre localisation, plus vous êtes la probabilité que cette douleur thoracique soit d'origine coronarienne. Très important. Deuxièmement, plus le patient a des facteurs de risque d'athérosclérose, plus, bien sûr, la probabilité de la maladie coronarienne ou la douleur qu'il présente est d'origine coronarienne. C'est comme ça a été vu hier, l'âge avancé, le sexe masculin, l'existence d'une athérosclérose extracoronaire, c'est-à-dire vaisseau du cou, aorte abdominale ou bien les artéropathies des membres inférieurs, le fait d'être fumeur, diabétique, hypertendu, obèse, hypercholestérolémie, etc., les antécédents coronariens, insuffisants rénaux, etc., ça augmente la probabilité de la maladie coronarienne. Troisième étape, ça veut dire vous avez la clinique, vous avez eu la probabilité, vous recherchez d'autres localisations et les facteurs de risque de l'athérosclérose. Troisième étape, vous faites un enregistrement de l'électrocardiogramme. Je reviens encore une fois pour vous dire, dans mon cours, il n'y a pas l'examen physique. L'examen physique, ça veut dire auscultation, palpation et auscultation, mais il faut le faire. Alors, l'examen physique devant une suspicion d'un syndrome coronaire aigu, je vous ai dit hier, ça va vous permettre de voir une complication
de chercher une complication du syndrome coronaire aigu, par exemple une tachycardie, une arythmie, peut-être un bruit de galop, peut-être vous allez trouver des crépitants pour dire que c'est un œdème aigu du poumon. Ça vous permet également de rechercher une autre cause, une autre étiologie, faire un diagnostic différentiel. Par exemple, vous trouvez une abolition d'un murmure vésiculaire en faveur d'un épanchement pleural, liquidien ou bien pneumothorax gazeux. Vous recherchez, vous auscultez s'il y a un souffle d'insuffisance aortique qui peut évoquer une dissection de l'aorte, une asymétrie des peaux qui peut également évoquer une dissection de l'aorte. Vous intégrez, vous auscultez également peut-être vous recherchez des signes, vous auscultez un frottement péricardique en faveur d'une péricarde, etc., etc. Donc, l'examen physique en cardiologie en termes de douleur thoracique va vous permettre de rechercher surtout des complications du syndrome coronaire aigu et de faire un diagnostic différentiel. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de diagnostics différentiels à évoquer, à éliminer. Ce n'est pas facile, contrairement au syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST, où l'ECG lui-même permet de poser le diagnostic rapidement. Alors, le électrocardiogramme, il doit être fait dans les 10 minutes suivant le premier contact médical. Il doit comporter les 12 dérivations. Si c'est normal, continuer par les dérivations droites V3R, V4R et continuer par les dérivations postéro-basales V7, V8, V9. Alors, il peut être normal, je vous ai dit, le CG peut être normal et donc il faudrait les répéter en cas de récidive des symptômes. Ça veut dire si vous avez une forte probabilité clinique d'un syndrome coronaire aigu, mais le CG est normal, vous gardez le patient parce que votre probabilité clinique est plus importante que l'électrocardiogramme. Donc, vous gardez le patient et vous refaites des électrocardiogrammes, surtout au moment des symptômes. Et bien sûr, vous faites également des dosages des troponines. On a eu des infarctus typiques avec un ECG tout à fait normal. On a eu des infarctus qui étaient ECG normal et par la suite, ils font un sus-décalage au moment de l'hospitalisation. Donc, gardez en tête, un ECG normal n'exclut en aucun cas un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST. Ça, c'est très, très important à garder en tête. Alors, vous voyez l'électrocardiogramme, je vous ai montré, vous avez soit un sous-décalage du segment ST, qui doit être dans au moins 2 dérivations contiguës, au moins 0,5 mm, un sous-décalage d'au moins 0,5 mm, qui doit être horizontal ou bien descendant. Vous pouvez avoir un aspect d'inversion de l'onde de T dans au moins 2 dérivations contiguës. On en a vu, ça a été expliqué hier. Ça peut être un ECG normal, comme ça peut être un sus-décalage, mais malheureusement, il n'est pas persistant, il ne dure pas plus de 20 minutes. Il y a régression du sus-décalage et c'est pour ça qu'on dit syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST. Troisième et quatrième étape, très très importante, c'est faire le dosage des marqueurs biochimiques de la nécrose myocardique. Il faut à tout prix poser le diagnostic, éliminer les patients qui ne sont pas des coronariens, ça veut dire qui ne présentent pas des syndromes coronaires aigus par l'examen clinique et par les biomarqueurs, ça c'est très important. Et bien sûr, faire rechercher les patients qui sont en train de faire un infarctus sans sus-décalage du segment ST, qui sont des patients à très haut risque, il faudrait les explorer rapidement. Et bien sûr, garder les patients qui sont en angor instable, qui nécessitent un traitement médical, une évaluation par la suite par un test d'ischémie, un test d'ischémie qui va nous dire est-ce qu'on va aller vers une exploration invasive ou l'on se contenter tout simplement d'un traitement médical. Et pour faire tout ça, il faudrait faire le dosage des marqueurs biochimiques, c'est tout simplement la troponine T ou bien la troponine I en fonction de votre laboratoire. Et il faudrait faire un dosage à 0 heure dès l'admission, c'est ça le 0 heure, et il faudrait refaire 1 heure selon les protocoles, voire même 3 heures selon les protocoles, et bien sûr, quand vous avez au moins une troponine qui est élevée, avec une augmentation qui est franche, ou bien elle était élevée avec une diminution qui est franche, là vous rentrez dans le contexte de définition d'un infarctus du myocarde. C'est-à-dire, vous avez une lésion myocardique aiguë, ça veut dire une élévation, une diminution de la troponine, dans un contexte clinique d'une ischémie myocardique, donc vous êtes dans l'infarctus du myocarde aigu. Est-ce que vous avez saisi pour le moment? Oui, très bien. Allô? Ah, voilà. Donc, cette partie, elle est très importante pour voir est-ce que vous êtes dans la définition de l'infarctus
Si vous avez une cinétique qui est nette, donc vous êtes dans l'infarctus du myocarde, qui peut être de type 1, c'est-à-dire que c'est une rupture ou bien une érosion de la plaque d'athérome et formation de thrombus. Ça peut être dans un infarctus de type 2, peut-être il y a une anémie, peut-être il y a une tachycardie, peut-être il y a une embolie coronaire, etc., etc. Donc, et chacun va être traité de façon différente. Comme vous pouvez ne pas avoir une cinétique de la troponine, une troponine qui est en plateau. Ça veut dire qu'il y a une élévation, mais il reste en plateau entre la première et la deuxième troponine, il reste en plateau. Là, vous êtes dans les lésions myocardiques chroniques. Ça peut être une cardiomyopathie, ça peut être une poussée d'insuffisance cardiaque, mais on n'est pas dans l'infarctus du myocarde. Ça peut être également des troponines, donc ce n'est pas un infarctus du myocarde. Ça peut être des troponines qui sont négatives, c'est-à-dire qui sont toutes les deux sont inférieures au dosage, à la limite, au 99 percentile. Vous pouvez être dans l'angor instable. Et ce qui va vous dire que vous êtes dans l'angor instable, ça veut dire qu'il reste toujours d'origine coronaire. C'est votre suspicion clinique, c'est votre présentation clinique qui vous dit qu'il y a une forte probabilité de maladie coronaire et cette présentation avec des troponines négatives est en faveur de l'angor instable. Comme si vous n'avez pas une forte probabilité d'un syndrome coronaire aigu au départ en fonction de la clinique, avec des troponines négatives, vous allez rechercher d'autres diagnostics différentiels qu'on va voir. Et si bien qu'en 2015, la Société européenne de cardiologie a fait un algorithme. Alors, l'algorithme de 2015 était clair. Il nous disait le patient se présente pour une douleur thoracique. Alors, si on a cette douleur thoracique, il faudrait faire la troponine, douleur thoracique évoquant un syndrome coronaire aigu, je le dis bien. Vous faites une troponine, le premier dosage de la troponine. Alors, si la troponine ultra sensible, c'est ultra sensible, hein, est inférieure au 99e percentile, alors ils vous disent si la douleur thoracique dure de moins de 6 heures, ça veut dire qu'elle est récente. On peut se dire que la troponine n'a pas eu le temps d'être larguée dans le sang et elle n'est pas encore dosable. Donc, on reteste à 3 heures après le premier contact médical. Et bien sûr, s'il y a une différence significative entre la première et la deuxième troponine, ça veut dire qu'elle est en train d'augmenter et augmenter avec une cinétique, là, on est en faveur d'un infarctus sans surdécalage du segment ST. Il faudrait aller vers une prise en charge invasive, c'est-à-dire aller rapidement vers une coronarographie et faire pour voir ce qui se passe au niveau des artères coronaires et décider du traitement. Est-ce qu'il faudrait revasculariser par une angioplastie ou bien tout simplement revasculariser par un pontage orthocoronaire. Vous voyez que c'est différent par rapport à un infarctus avec surdécalage du segment ST. Maintenant, si la douleur du patient, si la douleur date de moins de 6 heures et la troponine ultrasensible ne change pas, il faudrait continuer à faire un diagnostic différentiel. On va voir c'est quoi les diagnostics différentiels qui peuvent donner des douleurs thoraciques en dehors d'un syndrome coronaire aigu. Et bien sûr, comme on ne peut pas éliminer à tout prix un angor instable, qu'est-ce qu'on fait? On évalue le risque ischémique de patient, d'accord? Et s'il n'y a pas de douleur thoracique, et si on a éliminé des diagnostics différentiels qu'on va voir c'est quoi, il faudrait faire un test ischémique. Ça peut être une épreuve d'effort, ça peut être une écho de stress, ça peut être une scintigraphie myocardique. Et bien sûr, si on trouve qu'il y a un test qui revient positif en phase de l'ischémie, on va proposer le patient pour une stratégie invasive. Maintenant, si mon patient a une douleur, a une troponine ultrasensible qui était négative au premier contact, la douleur date de plus de 6 heures, on est sûr, si la douleur date de plus de 6 heures, il n'y a pas eu de troponine qui est élevée, ça ne sert à rien de reprendre une deuxième troponine. Il faudrait également soit que c'est un angor instable, soit il faudrait éliminer des autres diagnostics différentiels autres que syndrome coronaire aigu et proposer le patient pour un test d'ischémie s'il y a une forte probabilité de la maladie coronaire. Ça, c'est quand la troponine est négative au premier contact médical. Si maintenant la première troponine est d'emblée supérieure au 99e percentile à l'admission, qu'est-ce qu'on fait? Il faut retester obligatoirement. Pourquoi? Parce que si on rentre dans la définition de l'infarctus du myocarde, il faudrait avoir une cinétique, ça veut dire qu'il y a une augmentation ou bien une diminution entre la première et la deuxième troponine, dans au moins été dans une valeur supérieure à 99 de percentile. C'est-à-dire que si vous avez ça, vous êtes dans l'infarctus du myocarde, d'accord? Et
et il faudrait proposer le patient pour une stratégie invasive. Si votre patient présente la première troponité élevée, mais la deuxième troponie peut-être qui reste élevée, mais sans qu'il y ait de cinétique, elle reste en plateau, je vous ai dit, c'est possible que ce ne soit pas un infarctus du myocarde. Il faudrait évoquer d'autres diagnostics différentiels qui donnent des douleurs thoraciques avec des troponies positives, mais qui n'évoquent pas, mais qui n'ont pas dans le sens de la cinétique pour parler d'infarctus du myocarde. Là, il faudrait voir le diagnostic, faire des diagnostics différentiels. On va les évoquer maintenant. Alors, il peut arriver que le patient se présente avec une troponine ultrasensible qui est positive dès l'admission, mais fortement positive. Ça veut dire que cette augmentation ne peut être expliquée pas que généralement par une souffrance myocardique étendue. Et donc, comme l'infarctus, il y a une scène douloureuse qui est typique, évoquant une ischémie myocardique, les troponines sont fortement élevées, le patient va aller vers une stratégie invasive pour confirmer et évaluer, justement faire un bilan de lésionnel des lésions coronaires et bien sûr pour proposer le patient en fonction de ce qu'on a pour soit une angioplastie, soit une angioplastie, soit une chirurgie de pontage, soit tout simplement un traitement médical, tout dépendra. Donc maintenant vous saisissez que dans les syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du segment ST, c'est tout un travail. C'est avec une bonne clinique, un bon interrogatoire, vous allez vers l'électrocardiogramme, vous allez vers les troponines. Si ça répond à la définition de l'infarctus, vous allez vers une stratégie invasive. Si ça ne répond pas à une définition de l'infarctus, soit c'est une lésion myocardique chronique ou bien qui évoque d'autres diagnostics différentiels, on va voir, soit que vous êtes dans l'angor, la troponine reste négative dans les deux cas, donc dans les deux troponines, vous êtes dans l'angor instable, ou bien vous êtes dans d'autres situations de douleur thoracique autres que les syndromes coronaires aigus avec troponine négative, et donc vous allez faire ça. Là, ça c'est pour vous dire comment, c'est en fonction, cette troponine ultrasensible sera interprétée en fonction du matériel du laboratoire avec de l'automate qu'a le service de biochimie. Est-ce qu'ils ont un Elixis? Ils ont un protocole d'interprétation propre à cet Elixis. Si c'est un architecte, voilà le protocole d'interprétation. Et si vous avez une dimension Vista, voilà comment interpréter les troponymes. Pourquoi tout ça? Parce qu'il faudrait, avec ce protocole-là de suspicion d'infarctus du myocarde, il faudrait qu'on arrive à éliminer ceux qui ne sont pas des syndromes coronaires aigus. C'est ce qu'on appelle rule out. Ça veut dire qu'il faudrait faire un diagnostic différentiel. Ceux qui sont fortement évocateurs d'un infarctus du myocarde, et c'est ce qu'on a rule in, ça veut dire qu'il faudrait les garder, il faudrait passer pour une exploration invasive, et ceux qui restent intermédiaires, limite le diagnostic, il faudrait aller même vers une troisième troponine, aller vers même une échocardiographie pour confirmer le diagnostic. Donc, c'est tout un travail de réflexion et qui est logique. Alors, voilà les diagnostics différentiels qu'on peut voir. Alors, regardez, diagnostic différentiel, étiologie des anomalies électriques de la repolarisation non liées à un syndrome coronaire aigu. Alors, par exemple, vous avez un sus-décalage du segment ST qui est dynamique. C'est la péricardite, ça peut être une myocardite aiguë, ça peut être une embolie pulmonaire, ça peut être des troubles métaboliques, électrolytiques, une hyperkaliémie, une pathologie cérébrale aiguë, AVC, etc. Une cardiomyopathie de stress qu'on appelle le Takotsubo. Vous avez par exemple devant des ondes de T négatives. Ça peut être une variante de la normale, ça peut être une négativation des ondes D dans le cadre d'un post-infarctus, une ischémie, cardiopathie ischémique chronique, une péricardite, une myocardite, les blocs de branches, etc. Les troubles métaboliques électrolytiques, par exemple une hypokaliémie. Donc, regardez que des anomalies électriques ECG, de l'ECG peuvent ne pas être en rapport avec un syndrome coronaire aigu. C'est pour ça que la clinique prend une part très, très importante dans cette suspicion. Alors, par exemple, vous pouvez avoir des sous-décalages du segment ST en dehors des syndromes coronaires aigus, par exemple, dans le bloc de branche gauche, dans le Wolff-Parkinson-White, chez les patients qui sont porteurs d'un pacemaker, les patients qui ont des cardiomyopathies hypertrophiques, qui ont des hypertrophies ventriculaires gauche, etc., etc. Par exemple, les patients qui ont des crises hypertensives sévères, les patients qui ont un état de choc, un sepsis, etc., peuvent avoir des sous-décalages du segment ST
Par exemple, devant des ondes de T amples, peut-être une variation à la normale, une repolarisation précoce, des troubles métaboliques. Donc, regardez que si vous interprétez des anomalies électriques sans qu'il y ait de clinique qui est en faveur, sans qu'il y ait une grande probabilité, une probabilité élevée de maladie coronaire, vous risquez de traiter les patients à tort comme étant des syndromes coronaires aigus, alors que ça ne nécessitait pas tout ce traitement. Il faut savoir pourquoi il y a eu autant de travail, parce que dans la littérature, dans les syndromes coronaires aigus, les syndromes coronaires aigus sans sous-décalage du segment ST, c'est les plus fréquents par rapport au syndrome coronaire aigu avec sous-décalage du segment ST. Donc, imaginez que vous avez un grand nombre de patients qui se présentent pour suspicion d'un syndrome coronaire sans sous-décalage du segment ST. Comment vous allez gérer tous ces malades pour aller vers une coronarographie? Donc, vous allez avoir une surcharge de travail pour rien du tout. Donc, il faut faire un travail avant clinique électrocardiographique et un marqueur biochimique de la nécrose myocardique avant d'arriver justement à un diagnostic de syndrome coronaire aigu. Vous pouvez même aller vers d'autres explorations. Par exemple, l'échocardiographie prend de plus en plus une place dans le diagnostic des syndromes coronaires aigus dans les dernières recommandations. Vous pouvez même aller vers un scanner, un angioscanner thoracique pour éliminer une embolie pulmonaire ou bien éliminer une dissection de l'aorte, etc. Rien que pour confirmer ou non un traitement des syndromes coronaires aigus. Alors, maintenant, je vais vous montrer les syndromes, les étiologies des douleurs thoraciques non liées à un syndrome coronaire aigu. Alors, d'origine cardiovasculaire, c'est peut-être une péricardite aiguë, un épanchement péricardique, une myocardite aiguë, une crise hypertensive sévère, une cardiomyopathie de stress, cardiomyopathie hypertrophique, rétrécissement aortique, insuffisance cardiaque aiguë sévère, syndrome aortique aigu, dissection, hématome, embolie pulmonaire, contusion cardiaque. Ça, c'est des douleurs thoraciques d'origine cardiovasculaire, mais non liées à un syndrome coronaire aigu. Alors, d'origine non cardiovasculaire, douleurs thoraciques non cardiovasculaires et donc non liées à un syndrome coronaire aigu, ça peut être un spasme de l'œsophage, ça peut donner une constriction, un reflux gastro-œsophagien peut donner une douleur angineuse qui ressemble, c'est une constriction qui ressemble à la douleur angineuse, un ulcère gastrique, une cholécystite, une pancréatite, une pneumopathie, l'embolie pulmonaire, l'hypertension pulmonaire sévère, etc., jusqu'à vous décrire les lésions vertébrales cervicales, jusqu'à vous décrire les zonas ou bien les fractures de côte qui peuvent donner des douleurs non cardiovasculaires. Donc, la part de l'interrogatoire et de l'examen clinique pour faire ce diagnostic différentiel est très importante. Je vais vous donner maintenant les causes d'élévation des troponines non liées à un syndrome coronaire aigu. Par exemple, d'origine cardiovasculaire, vous pouvez avoir des troponines qui sont élevées sans cinétique dans les myocardites, dans les myopéricardites aigus. C'est une lésion myocardique, mais sans qu'il y ait d'ischémie. Dans les crises hypertensives sévères, c'est un infarctus. Alors, ça peut entraîner une élévation des troponines, ça peut être un infarctus de type 2, mais rien à voir avec les thromboses coronaires. Ça peut être les tachycardies, les bradycardies intenses, etc., etc. L'embolie pulmonaire, l'hypertension pulmonaire sévère peut donner cette élévation sans cinétique de la troponine. Donc, vous faites une échocardiographie, donc vous intégrez la clinique, le CG, la troponine, l'échocardiographie pour pouvoir faire ce diagnostic différentiel pour les troponines. Avec troponines qui sont élevées, mais qui n'ont rien à voir avec un syndrome coronaire aigu, avec un infarctus du myocarde. Les causes non cardiovasculaires qui peuvent entraîner une élévation des troponines, l'insuffisance rénale, qu'elle soit aiguë ou chronique, les pathologies graves telles qu'un sepsis, une insuffisance respiratoire, une pathologie cérébrale aiguë, accident vasculaire cérébral ischémique ou bien une hémorragie, des brûlures graves, plus de 30% de la surface corporelle, une rhabdomyolyse, la chimiothérapie anticancéreuse, en utilisant les anthracyclines par exemple, l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, les maladies infiltratives telles qu'une amylose, hémochromatose, la sarcoïdose, la sclérodermie peuvent entraîner une élévation de troponine, mais c'est une élévation qui est en plateau, ce n'est pas une élévation avec une cinétique. Donc faites attention, il faudrait évoquer tous ces diagnostics différentiels avec, bien sûr, des algorithmes de prise en charge comme c'est décrit. Attention, quand vous êtes sûr que vous êtes face à un syndrome coronaire aigu sans sous-décalage du segment ST, soit vous êtes face à un angoisse stable ou bien un infarctus sans sous-décalage du segment ST,
Donc maintenant, c'est l'étape thérapeutique. Il faut savoir que de la même façon, il faut évaluer le risque hémorragique, comme comme hier dans l'infarctus avec sous-déclarage du segment ST, parce que vous allez donner une association d'antithrombotiques, à savoir 2 antiagrégants plaquettaires et un anticoagulant, pour justement arrêter, bloquer, si vous voulez, l'agrégation plaquettaire et la coagulation pour limiter la thrombose. Et donc, il faudrait être sûr que le risque hémorragique de votre patient est faible et vous n'avez pas encore aggravé les choses chez lui. Le risque est augmenté en fonction de l'âge du patient, de l'altération de la fonction rénale, si votre patient est de faible poids corporel, s'il est de sexe féminin, si vous utilisez des procédures invasives qui sont très très importantes, vous changez d'anticoagulant, par exemple d'une héparine de bois pas moléculaire vers une héparine non fractionnée, par exemple, vous associez beaucoup d'antithrombotiques, vous ne respectez ni la dose ni la durée de traitement, ça augmente le risque hémorragique, il faudrait l'évaluer. Et bien sûr, quand on a évalué le risque hémorragique, c'est très important, il faudrait faire, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il faudrait identifier parmi les patients que vous avez triés, gardés comme étant un syndrome coronaire aigu sans sous-déclarage du segment ST, qui sont les patients à très haut risque, qui sont les patients à haut risque, qui sont les patients à risque intermédiaire et qui sont les patients à faible risque ischémie, ça veut dire d'évolution vers un infarctus ou bien une mort subite. Donc, il faudrait essayer de faire un travail dans la stratification pour savoir qui sont les plus à risque, pour les guider une stratégie, pour guider notre stratégie invasive, qui sont les patients qui vont être prioritaires par rapport à d'autres. Il faut faire un tri qui est très très important, qui passe avant l'autre, qui passe dans les 2 heures, qui passe dans les 24 heures, qui passe dans les 72 heures et qui va passer et qui nécessite pas un traitement de stratégie invasive. Pourquoi? C'est pour dire, je dois revasculariser mon patient parce que c'est l'urgence, ou non, ce n'est pas la peine de revasculariser le patient. Et donc, cette évaluation, elle est faite à l'admission dès que vous posez le diagnostic, déjà à l'admission, et ça peut changer d'un moment à un autre. Par exemple, si votre patient était stable, par exemple, à l'admission, on l'a classé comme étant un risque intermédiaire, et par la suite, il fait une récidive douloureuse. Il va passer récidive douloureuse facilement vers un patient à risque. Peut-être qu'il va faire un arrêt cardio-respiratoire, et donc il passera un patient à très haut risque, etc. Donc, on le réévalue. C'est une stratification du risque qui est réévaluée en fonction des données qui vont changer. Et bien sûr, ça, je dis bien, ça, c'est les recommandations de 2015. Les 2020 ont vraiment changé les choses. Mais je reste sur l'ancienne recommandation. Pourquoi? Pour que je reste sur l'année, je poserai les mêmes questions pour les différentes rotations. Ça veut dire que je fais le même cours. Mais ce qui a changé dans les 2020, on a enlevé tout simplement le risque intermédiaire. Voilà. Et les horaires je vais vous dire comment on fait la stratégie invasive. Alors, si on reste dans les classiques de 2015, vous avez les symptômes, début des symptômes, premier contact médical, vous avez le diagnostic de syndrome coronaire aigu sans sous-déclarage du segment ST qui a été retenu. Vous allez réfléchir, est-ce que vous êtes dans un centre où vous pouvez faire de la cardiologie interventionnelle, oui ou non? Voilà. Donc, c'est très important. Si vous allez faire une stratification du risque, si votre patient est à très haut risque, il faudrait l'envoyer rapidement vers un centre de cardiologie interventionnelle, s'il n'est pas déjà, ça veut dire qu'il faut le transférer, pour faire immédiatement une coronarographie, je dis bien une coronarographie en urgence, pour voir les lésions coronaires et pour décider de comment faire une revascularisation. Et ceci, il faut le faire en moins de 2 heures, parce que c'est vraiment très urgent. Soit que votre patient est à haut risque, on va voir c'est quoi ces catégories, et est à haut risque, ces patients doivent être, s'ils ne sont pas dans un centre de cardiologie interventionnelle, doivent être transférés dans un centre de cardiologie interventionnelle en moins de 24 heures. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on peut attendre jusqu'à moins 24 heures pour faire une coronarographie pour évaluer les lésions. Si le patient est à risque intermédiaire, d'accord, vous pouvez le transférer dans un délai, vous avez 72 heures pour explorer le patient par des coronarographies et bien sûr décider de gestes oui ou non de revascularisation.
Et bien sûr, quand votre patient est à faible risque, le transfert est optionnel. Ça veut dire vous pouvez faire un test d'ischémie avant. Si vous avez le test d'ischémie met en évidence une ischémie myocardique, vous transférez le patient en moins de 72 heures vers un centre de cardiologie interventionnelle pour faire une coronarographie, pour faire un bilan lésionnel et décider de faire une revascularisation, oui ou non. La revascularisation dans les syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du segment ST, ça peut être par une angioplastie coronaire, c'est-à-dire dilatation au ballon avec mise en place de stent, ou tout simplement, si les lésions sont étendues, on va proposer le patient pour une chirurgie de pontage aorto-coronaire. Donc, déjà, vous saisissez que ce n'est pas la même prise en charge que l'infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST. Dans l'infarctus avec sus-décalage du segment ST, on fait une reperfusion, ça veut dire on va désobstruer l'artère qui est occluse, d'accord, ça c'est clair, avec de préférence une angioplastie primaire. S'il n'y a pas possibilité, on fait une fibrinolyse. Dans les syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du segment ST, vous faites un travail dans le diagnostic différentiel, vous confirmez vous êtes dans les syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du segment ST, vous confirmez si vous êtes dans l'angor instable ou dans l'infarctus sans sus-décalage du segment ST, par un dosage des troponines, et bien sûr, vous stratifiez le risque ischémique chez le patient, très haut risque, risque intermédiaire, faible risque, pour guider une stratégie invasive. La stratégie invasive consiste à faire une coronarographie, faire un bilan des lésions coronaires et décider de faire une angioplastie qu'on n'appelle pas une angioplastie primaire, on appelle ça une revascularisation par angioplastie ou bien une revascularisation par pontage aorto-coronaire, ça veut dire faire la chirurgie. Voilà, c'est ça la différence. Et voilà les catégories de patients. Les très hauts risques, ce sont les patients qui sont instables hémodynamiquement ou bien état de choc, les patients qui ont une récidive douloureuse ou bien une douleur qui est réfractaire au traitement, les patients qui ont des troubles du rythme graves, les patients qui ont des complications mécaniques de l'infarctus du myocarde, ceux qui ont une insuffisance cardiaque aiguë, ceux qui ont des mouvements dynamiques du segment ST, ça veut dire un sus-décalage, il atterrit, il resus-décale, etc. Donc, sus-décalage, un segment ST qui est dynamique. Il sus-décale, il atterrit, il resus-décale, etc. Ça, c'est des catégories qui sont à très haut risque. Les patients qui sont à haut risque, ce sont les patients qui ont une élévation, une diminution de la troponine compatible avec un infarctus du myocarde, les patients qui ont des modifications électriques qui soient symptomatiques ou bien silencieuses, et les patients qui ont un score Grace supérieur à 140. Le score Grace, c'est quoi? C'est un score qui a été évalué, qui a été établi à partir d'une cohorte, d'un registre des patients avec syndrome coronaire aigu, et on a essayé de retirer les critères qui sont en rapport avec une évolution, avec un pronostic qui est péjoratif, et plus ce score est élevé, plus de 140, plus le risque ischémique est très élevé, et donc, on classe ces patients comme étant des patients à haut risque. Le risque intermédiaire qui n'existe plus actuellement dans les nouvelles recommandations, mais je vous le dis quand même parce que je dois garder un cours qui est le même par rapport aux autres rotations, les patients diabétiques, les patients insuffisants rénaux, les patients qui ont une dysfonction VG ou une insuffisance cardiaque, les patients qui ont un angor post-infarctus immédiat, qui ont été soit des antécédents d'angioplastie primaire, d'angioplastie coronaire, ou bien des antécédents de pontage aorto-coronaire, et les patients qui ont un score Grace entre 109 et moins de 140. Ce sont les patients qui sont à risque intermédiaire, et les patients à faible risque, ce sont les patients qui n'ont aucun critère de ce que je viens de décrire. Les très hauts risques, il faut l'explorer, stratégie invasive en moins de 2 heures, haut risque, moins de 24 heures, et risque intermédiaire, c'est moins de 72 heures. Dans les nouvelles recommandations de 2020, nous avons les patients à très haut risque, les patients à haut risque et les patients à faible risque. Les patients à haut risque, très haut risque, qui sont explorés en moins de 2 heures, les patients à haut risque, moins de 24 heures, et les faibles risques, nous avons jusqu'à une stratégie, on va faire une stratégie conservatrice ou bien généralement un test d'ischémie. On peut même aller vers un coroscanner en fonction de ce qu'on a. Alors, le traitement médical maintenant à la phase aiguë, ça c'était une stratégie, un travail de réflexion pour le diagnostic et réflexion pour choisir la stratégie à adopter. Maintenant, il faut donner un traitement médical. Le traitement médical à la phase aiguë doit comporter
un traitement qui va lutter contre l'ischémie. Il faut donner des bêta-bloquants, à faire ralentir le patient jusqu'à arriver à entre 55, jusqu'à même 50 de fréquence cardiaque. S'il n'y a pas de contre-indication, la principale, c'est l'asthme bronchique ou bien les blocs auriculo-ventriculaires qui ne sont pas appareillés. Et donner des dérivés nitrés. Ça, c'est très important. Les dérivés nitrés, il faudrait respecter qu'il n'y ait pas d'hypotension artérielle. Deuxièmement, il faut inhiber l'agrégation plaquettaire. C'est donner de l'aspirine, le premier anti-agrégant plaquettaire, à dose de charge, 163-125 mg, suivi d'une dose d'entretien 75-100 mg par jour. Associé également à un inhibiteur des récepteurs des P2Y12. Alors, c'est le clopidogrel, ça peut être du clopidogrel, ça peut être du prasugrel, ça peut être du ticagrelor. Le prasugrel et le ticagrelor sont mieux, sont mieux en termes de réduction des récidives et de la mortalité, sont mieux que le clopidogrel. Mais à défaut, quand vous n'avez pas ce prasugrel, vous n'avez pas le ticagrelor, il faudrait donner du clopidogrel. Par exemple, au niveau du CHU Constantine, nous avons du clopidogrel qui est disponible. Donc, on associe aspirine, clopidogrel. Le clopidogrel, c'est la dose de charge, 300 mg, suivie d'une dose d'entretien de 75 mg par jour pendant au moins une année. D'accord? Et bien sûr, inhiber la coagulation, héparine de bois moléculaire de préférence, ou bien héparine non fractionnée, surtout si le patient présente une insuffisance rénale. Donc ça, c'est un traitement médical qui doit être donné à la phase aiguë, en association, bien sûr, avec votre stratégie invasive ou bien ou non. Donc, c'est en même temps. Alors, j'ai fait une erreur hier en disant le clopidogrel, le deuxième anti-agrégant plaquettaire, ça s'appelle, le deuxième anti-agrégant plaquettaire appartient à la famille des inhibiteurs des récepteurs des P2Y12. J'ai fait une erreur hier, je m'excuse d'ailleurs. Donc, le clopidogrel, le prasugrel ou bien le ticagrelor appartient à la famille des inhibiteurs des récepteurs P2Y12. Donc, aspirine, c'est sûr, associé à un deuxième anti-agrégant plaquettaire, c'est sûr, vous choisissez en fonction de ce que vous avez comme moyen. Et donc, ça, c'est tout simplement guider des différentes recommandations. N'oubliez pas que si votre patient présente une dysfonction ventriculaire gauche, vous allez donner des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Si votre patient présente des signes d'insuffisance cardiaque avec dysfonction VG, et s'il est diabétique, vous allez associer des minéralocorticoïdes. Ça, c'est le traitement que vous allez rajouter en fonction du profil de votre patient. Le traitement médical à la sortie, ça veut dire c'est le traitement en prévention secondaire. Il n'est pas différent donc, par rapport au syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST. C'est statine. Donner une statine, c'est un hypocholestérolémiant, même si votre patient n'a pas d'hypercholestérolémie, avec un objectif d'LDL inférieur à 0,55 g par litre. Et au long cours, c'est un traitement à vie. S'il n'y a pas de contre-indication, bien sûr, si le patient ne fait pas d'effet secondaire, essentiellement, ce sont les rhabdomyolyses. Vous avez également l'aspirine à raison 75 à 100 mg par jour au long cours. S'il n'y a pas de contre-indication, généralement allergie ou bien, par exemple, un ulcère gastro-duodénal associé à un deuxième anti-agrégant plaquettaire de la famille des inhibiteurs des récepteurs des P2Y12, à savoir du clopidogrel 75 mg par jour pendant 12 mois, ou bien en fonction de la disponibilité du prasugrel ou bien du ticagrelor pendant 12 mois. Donc, aspirine plus un deuxième anti-agrégant plaquettaire pendant 12 mois. Vous arrêtez à partir du 12e mois, vous continuez uniquement avec de l'aspirine. Il faut savoir que également le prasugrel et le ticagrelor sont mieux que le clopidogrel, mais il faut travailler en fonction, il faut utiliser ce que vous avez entre les mains. Le bêta-bloquant, surtout si votre patient a une dysfonction ventriculaire gauche, un inhibiteur d'enzyme de conversion, surtout s'il est hypertendu, s'il est diabétique et s'il est, par exemple, une dysfonction VG, les patients, vous rajoutez des antagonistes de l'aldostérone, toujours s'il y a dysfonction VG, s'il est diabétique, s'il y a de l'insuffisance cardiaque. Donc, ce traitement-là dépendra du profil des patients. Donc, le traitement de base, c'est statine, aspirine, clopidogrel, un double anti-agrégation plaquettaire pendant au moins 12 mois, puis par la suite continuer avec de l'aspirine seule.
Les bêta-bloquants, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les antagonistes de l'aldostérone seront donnés en fonction du profil des patients. N'oubliez pas les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait une activité physique, il faudrait qu'il arrête de fumer si tu es fumeur, il faudrait perdre la perte du poids, il faudrait équilibrer un diabète s'il existe, équilibrer une hypertension artérielle si elle existe, stabiliser une hypertriglycéridémie. Donc tout ça, il faudrait prendre en considération tous ces paramètres-là. Et bien sûr, il faudrait orienter les patients vers un centre de réadaptation cardiaque, justement pour favoriser l'adaptation au traitement. Deuxièmement, leur faire apprendre une activité, comment faire une activité sportive, une activité physique régulière, qui vont continuer au long cours par la suite, qui va vraiment améliorer le pronostic de ces patients. Voilà, j'ai terminé le cours. Est-ce que vous avez des questions? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Vous arrivez à m'entendre? Oui, on vous entend très bien. Est-ce que vous pouvez voir les commentaires ou pas cette fois-ci? Allô? Allô, allô? Allô? Vous arrivez à... On est bien connecté? Oui, oui, on vous entend. Donc, le cours, il y a une bonne transmission de... Oui, il n'y a pas eu de souci au niveau du son. Voilà. Alors, je commence à répondre aux questions. C'est quoi le... Je vais commencer par... Alors, c'est quoi ça? Facebook user? C'est quoi ça? Ça, c'est pas les questions. Ah, si, si, c'est les questions. Enfin, c'est des noms d'abord. Alors, troponine veut dire de valeur normalement, oui. J'ai pas compris. Troponine négative veut dire des valeurs normalement. Des valeurs normales ou est-ce qu'elles sont diminuées pour dire qu'elles sont négatives? Troponine négative, ça veut dire qu'elles sont inférieures. C'est des valeurs normales. Ça veut dire qu'elles sont inférieures au 99e percentile. Et c'est des valeurs qui sont données par le laboratoire. Voilà. Donc, la valeur de référence du laboratoire doit être donnée pour dire... donc, troponine négative, ça veut dire qu'elles sont inférieures, qu'elles sont normales. Inférieures au 99e percentile d'une population normale. Voilà. Inférieure à 80 de la limite supérieure. Oui, je n'ai pas compris cette question. Ah, je pense qu'elle continue la même réponse. C'était une réponse, oui. Ça veut dire que vous avez, c'est la réponse, inférieure à 99 percentile de la limite supérieure. Ça veut dire aucune troponine, généralement 2 troponines, on peut aller jusqu'à 3 troponines, mais elle reste toujours inférieure à cette valeur qui est le 99e percentile. Et c'est une valeur qui est donnée par le laboratoire. Elle doit exister. Normalement, le laboratoire, quand il vous répond, il répond, est-ce qu'il fait de la troponine ultra sensible, oui ou non? Parce que c'est très important pour quelle stratégie quel algorithme vous allez utiliser. Il va vous dire quel est l'automate qu'il est en train d'utiliser pour suivre l'interprétation. Et bien sûr, il va vous donner leur protocole. Est-ce que c'est un protocole qu'ils vont utiliser 0 heure, 1 heure, ou bien un protocole 0 heure, 3 heures. Donc, toutes ces données-là doivent apparaître sur le compte rendu, sur le résultat du laboratoire. Par exemple, au CHU Constantine, notre laboratoire de biochimie, ils ont le protocole 0 heure, 3 heures, avec une valeur normale inférieure au 99e percentile, qui est inférieure à 14. Voilà. Ça, c'est pour que vous sachiez à peu près c'est quoi. Alors, 99e percentile, c'est une valeur qui est déduite dans une population normale. Ça veut dire que moins de 99e percentile, c'est une courbe tout simplement. Ça veut dire que tout ce qui est en dessous de cette valeur, c'est des sujets qui sont normaux, plus tout ce qui se situe au-delà de cette courbe, plus de 4, ça veut dire qu'on est dans les valeurs qui sont pathologiques. Voilà. Amine, c'est la limite de référence. Amine, c'est la limite de référence supérieure. Voilà, elle lui répond ça. La limite supérieure donnée, 99 inférieure de la limite. C'est toujours, docteur, qu'est-ce qu'une dose de charge?
Une dose de charge, ça veut dire vous donnez d'emblée des doses qui dépassent la dose d'entretien. C'est-à-dire que quand on fait la dose d'entretien de l'aspirine, c'est 75 à 100 mg. Une dose de charge, ça veut dire que vous allez augmenter, vous allez donner une dose qui est supérieure à la dose d'entretien, ça c'est d'une part, et vous la donnez en même temps. Ça veut dire que dans l'aspirine, on va donner jusqu'à 300 mg, 325 mg d'aspirine en même temps. Ce qu'on appelle la dose de charge. Justement, c'est pour bloquer au maximum l'agrégation plaquettaire. On donne également le clopidogrel. La dose d'entretien, c'est 75 mg. On parle de dose de charge, ça veut dire qu'on va donner 4 comprimés de clopidogrel, 4 comprimés, je dis bien 4 comprimés de clopidogrel en même temps. C'est ça la dose de charge. Ça veut dire qu'on va donner cette dose, une forte dose en même temps. Et d'ailleurs, on donne la dose de charge d'aspirine et la dose de charge de clopidogrel, elle est prise en même temps, dans le même moment. Ils les avalent au même moment. Il ne faut pas qu'il y ait des décalages d'une heure, etc. C'est au même moment, dès qu'on a le diagnostic d'infarctus posé, ou syndrome coronaire aigu sans sous-décalage du segment ST, on lui donne aspirine dose de charge et clopidogrel dose de charge qui doit être pris au même moment. Alors, docteur Caban, ça y est, ce que je comprends que l'image en miroir ne concerne que l'hystémie. Oui, bien dit, ça ne concerne que l'hystémie. Puis c'est une occlusion transmurale et pas le non-stémie. Effectivement, est-ce qu'on peut avoir un stémie et un non-stémie dans d'autres localisations associées? Non, non, non. Non. On est en stratie. Maintenant, cette classification, normalement, vous avez compris, cette classification entre stémie, sus-décalage et sans sus-décalage du segment ST, c'est pour la faire de la part des choses entre ce qui est très urgent, qui est l'occlusion coronaire, et ce qui n'est pas très, je ne dis pas que ce n'est pas très urgent, mais il faut faire, dans le premier cas, l'occlusion coronaire, il faudrait faire une désobstruction en urgence, le temps c'est du muscle, alors que vous avez vu dans les syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du segment ST, c'est surtout il faut faire un travail diagnostique, un travail d'évaluation du risque pour dire moins de 2 heures, moins de 24 heures, moins de 72 heures, etc. Donc, c'est pour faire deux stratégies, pour différencier deux stratégies. Dans la première, avec sus-décalage du segment ST, c'est très, très urgent. Il faut désobstruer parce que c'est la mort cellulaire. Par contre, dans le syndrome coronaire sans sus-décalage du segment ST, je ne dis pas que ce n'est pas urgent, mais ce n'est pas aussi urgent que dans la désobstruction ou bien la reperfusion qu'il faut la faire. Donc, ne vous cassez pas la tête, un patient, il se présentera soit pour un stémie, soit pour un non-stémie. Donc, on ne peut pas avoir le stémie et non-stémie en même temps. Ça, c'est très important. Soit que vous êtes dans une des deux catégories. Dans le syndrome coronaire sans sus-décalage du segment ST, est-ce qu'on fait une fibrinolyse? Non, on ne fait pas de fibrinolyse parce que ce n'est pas une occlusion totale de l'artère coronaire. Pas la même chose. Pas la même chose, vous le faites dans les syndromes. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis, on différencie deux situations différentes, où la première situation, quand vous avez un sus-décalage du segment ST, ça veut dire qu'il y a une occlusion totale. Il faut faire une reperfusion, soit par une angioplastie primaire, soit par une fibrinolyse, une pharmacologique, si votre patient est dans les délais du début de la douleur de moins de 12 heures. Dans les syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du segment ST, il ne faut pas faire de fibrinolyse. On a essayé de faire de la fibrinolyse, ça n'a rien donné. Au contraire, il y avait même des complications et ça ne donne rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait plus ce n'est pas une stratégie thérapeutique dans ce contexte-là. Donc, il faudrait plutôt confirmer si c'est un infarctus bien longueur instable, faire une stratification du risque et guider une stratégie invasive. On appelle ça une stratégie invasive. Dans le sus-décalage du segment ST, on fait une reperfusion si on est dans les délais. Dans les syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du segment ST, on va guider, on va s'orienter comment faire une stratégie invasive pour décider après de ce qu'on doit faire. Voilà. Alors, dans le syndrome sans sus-décalage du segment ST, est-ce qu'on fait une fibrinolyse? Dose au cours de la phase aiguë après stabilisation d'une dose d'entretien pour la prévention. Oui. La phase aiguë, c'est les doses dans la phase aiguë, ça veut dire qu'il faudrait à tout prix bloquer l'anti-agrégation plaquettaire et la coagulation. On donne la dose de charge et par la suite, le lendemain, c'est la dose d'entretien. Aspirine 75 à 100 mg,
Clopidogrel, je dis bien clopidogrel parce qu'on a l'habitude de travailler sur 75 mg, mais là, le prasugrel a une dose et le ticagrelor a également sa dose de charge, également sa dose d'entretien. C'est pourquoi le sus-décalage, c'est quoi le sus-décalage intermittent? Le sus-décalage segment intermittent, ça veut dire que c'est un sus-décalage qui dure moins de 20 minutes, il disparaît. C'est ça intermittent. Alors que dans l'infarctus avec sus-décalage du segment ST, il persiste plus de 20 minutes. On voudrait que vous nous réexpliquiez la notion de 99 percentile. Le 99e percentile, c'est des études faites dans des populations et c'est une valeur de référence tout simplement pour chaque qui est donnée avec chaque laboratoire pour dire en dessous de cette valeur, c'est en dessous du 99e percentile de la population qui a été étudiée pour dire que c'est normal. Plus de 99e percentile de la courbe. C'est tout simplement, c'est des études épidémiologiques. En dessus de cette valeur, ça veut dire qu'on est dans le pathologique. Ça veut dire que chez 99e percentile, dans cette population étudiée, les patients ou bien les sujets qui ont eu cette valeur n'ont pas montré de complications. Et lorsqu'il y avait au-dessus de cette valeur-là, cette 90e percentile, on a eu des complications. Donc, on a subdivisé, c'est des études épidémiologiques, on a subdivisé les valeurs de troponie jusqu'à trouver la valeur seuil à partir de laquelle, en dessous, moins de ça, vous n'allez pas, les sujets n'ont pas de complications, puisque c'est pas un taux qui est pathologique. Au-delà de ce seuil-là, de cette valeur-là, elles sont pathologiques. Et ce 90e percentile dépendra de chaque laboratoire, il est donné par chaque laboratoire. Il ne va pas écrire au 99e percentile. Il va vous écrire tout simplement inférieur à tel chiffre, c'est normal, supérieur à ce chiffre, elle est pathologique. On voudrait que vos bandes Ferid Sherif, très haut risque. Il faut intervenir avant 2 heures. Quand le patient est à trop haut risque, il faut intervenir moins de 2 heures. Alors, au risque 24 heures, oui, et risque intermédiaire, 72 heures. Non, vous avez fait une erreur, le haut risque. Actuellement, c'est 2 heures, 24 heures. Voilà. Actuellement, les dernières recommandations. Mais bref, si on revient les 2015, très haut risque, c'est moins de 2 heures, pas 12 heures, 2 heures. Haut risque, moins de 24 heures. Intermédiaire, il faut intervenir dans les 60 et 72 heures. Avant 2 heures pour les très hauts risques, ça y est. Les indications de la fibrino sont ST+, et la durée. Oui, c'est dans le syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST, sus-décalage persistant, plus de 20 minutes, j'insiste encore, du segment ST. Il faudrait indiquer la fibrinolyse. Si vous bien sûr, il faudrait que les symptômes durent le début des symptômes jusqu'au moment de la consultation, date de moins de 12 heures. Voilà. Et on choisit fibrinolyse, en l'absence, si on n'a pas les moyens de faire une angioplastie primaire. S'il vous plaît, donc je ne comprends pas la partie ECG. La partie ECG, quand vous êtes face à une suspicion d'un syndrome coronaire aigu, vous faites un électrocardiogramme dans les 10 minutes qui suivent le premier contact médical. Il ne faut pas trop tarder. Vous allez regarder le segment ST. Quand vous avez un sus-décalage dans au moins 2 dérivations contiguës et qui dure plus de 20 minutes, qui persiste plus de 20 minutes, vous êtes dans les syndromes coronaires aigus avec sus-décalage du segment ST et vous êtes dans l'occlusion coronaire. Il faudrait discuter la reperfusion myocardique, soit par angioplastie primaire, soit par fibrinolyse en fonction de vos moyens. Ça, si vous avez électriquement, l'ECG ne montre pas de sus-décalage du segment ST, soit que vous avez un ECG normal, soit que vous avez un ST qui est sous-décalé, soit que vous avez une onde de T qui est inversée, soit que vous avez un sus-décalage du segment ST mais qui ne persiste pas plus de 20 minutes, ça veut dire que vous êtes obligé de reprendre l'ECG. Hein. Un électrocardiogramme 20 minutes après, s'il ne persiste pas, vous êtes dans les syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du segment. Ça veut dire que vous voyez le segment ST. Voilà. Et bien sûr, il faudrait que ces anomalies électriques existent dans au moins 2 dérivations contiguës. Ça veut dire qu'ils explorent le même territoire que le coronaire. Alors, très haut risque inférieur de 12 heures. Pas 12 heures, voilà. مكتوبة هكا في CRS.
C'est quoi le CRS? Copie Le cours. moins de 12 heures dans mon cours. Il me semble qu'elle a voulu dire cours, oui. Moi, j'ai écrit dans mon cours moins de 12 heures. C'est qui? Non, c'est 12 heures. Zantot Abou Bakr. J'ai écrit moins de 12 heures dans mon cours. C'est une erreur. Non, elle a dit moins de 2 heures, pas 12 heures. C'est écrit Mktouba, Hekaf. Oui, elle a dit très haut risque, inférieur à 2 heures, pas 12 heures. Mktouba Hakaf le cours. Ah, elle lui répond. Oui. Ça, c'est pas une question. Oui, elle était en train de lui corriger. Ah, d'accord. Pourquoi le risque du segment ST- au long. Alors, je ne sais pas où est-ce que je suis partie rapidement. Pourquoi le risque du ST- au long terme est supérieur? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que le risque du ST- au long terme est supérieur à ce. Non, j'ai dit que le nombre, c'est-à-dire quand on voit la fréquence en termes de nombre, la fréquence des syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du segment ST est plus fréquent. Le syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST est plus fréquent par rapport au syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST. Mais le risque, j'ai jamais dit que le risque était plus important. Non. Le syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST risque d'évoluer vers le syndrome coronaire aigu avec sus-décalage. Ça veut dire il évoluera vers une thrombose totale ou bien une occlusion totale de l'artère coronaire. Moi, j'ai pas dit ça. Une réponse positive à la trinitrine peut éliminer les autres diagnostics différentiels. Une réponse positive à la trinitrine peut éliminer les autres diagnostics différentiels. Oui, quand la douleur angineuse répond à la trinitrine, elle est calmée. Oui, ça peut éliminer les autres diagnostics différentiels. Oui, ça c'est possible d'avoir comme critère, repère pour le diagnostic. Oui. L'intervention se fait par pontage ou angioplastie. Alors, l'intervention, ça dépendra du bilan lésionnel. C'est pour ça qu'on ne dit pas on fait une revascularisation. C'est pour ça qu'on dit on fait une stratégie invasive. C'est-à-dire, c'est en fonction de ce qu'on va trouver comme bilan lésionnel. Parce que généralement, dans les syndromes coronaires sans sus-décalage du segment ST, généralement, c'est plusieurs lésions coronaires sont présentes. Contrairement au sus-décalage du segment ST où l'artère coupable, il y a une seule artère coupable. Dans le syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST, on voit souvent des lésions qui sont multiples. Des fois, on trouve une seule artère qu'il faut revasculariser. Des fois, on trouve qu'il faut revasculariser plusieurs artères. Et là, il faudrait décider en fonction du bilan lésionnel au moment de la coronarographie. Ça, c'est important. C'est pas comme l'occlusion totale où on dit on va aller quand il y a une occlusion, une thrombose aiguë totale, on va revasculariser l'artère qui est thrombosée, qui est responsable de l'infarctus. Dans le syndrome coronaire sans sus-décalage du segment ST, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Ça peut être, on peut aller vers une angioplastie, c'est toute simple, comme on peut aller carrément proposer le patient, parce que les lésions sont sévères, ne s'y prête pas une angioplastie, on va aller vers un pontage. C'est pour ça qu'on dit stratégie invasive qui va guider en fonction du bilan lésionnel la revascularisation, oui ou non. Et des fois, les lésions sont tellement sévères qu'on peut proposer un traitement médical. Ça veut dire il n'y s'y prête ni pour une angioplastie, ni pour un pontage aortocoronaire. On préfère donner une optimisation du traitement médical. Est-ce qu'on peut donner à la place de l'aspirine notre antiagresse si on a une contre-indication dans le traitement d'entretien? Si oui, lequel? Oui. Si on a une contre-indication à l'aspirine, on peut donner de l'aspirine à vie. On peut donner du clopidogrel à vie. On peut donner du Brilique, on peut donner du Prasugrel. En monothérapie, pas en bithérapie, parce qu'il faudrait continuer une bithérapie. La bithérapie antiagrégante, elle est au moins pendant une année. Si on n'arrive pas à la donner pendant une année parce qu'il y a une contre-indication, on peut donner qu'un seul antiagrégant plaquettaire qui est l'inhibiteur des récepteurs P2Y12. Vous choisissez ce que vous avez, clopidogrel, prasugrel ou bien ticagrelor. Est-ce qu'une stratégie invasive peut avoir lieu dans les angores instables? Oui. Alors, l'angor instable,
dans le longueur instable, quel que soit X, même si c'est une troponie négative, il faut faire une stratification ischémique, quel que soit X. C'est-à-dire que votre patient, pour dire qu'il est longueur instable, ça veut dire que le troponie c'est négatif, et même si longueur instable, les patients passent par une stratégie invasive, passe par une stratification du risque. Il peut être dans une des catégories. Par exemple, il peut avoir longueur instable. Par exemple, il est en train de faire une récidive douloureuse. J'indique une stratégie invasive parce que le patient n'est pas encore stable. Par exemple, le patient, le patient fait un trouble du rythme grave alors qu'il est en longueur instable, mais dans le lendemain ou bien dans l'heure qui suit, pas l'heure qui suit, après la deuxième troponie, le patient fait un trouble du rythme grave. Il passe en stratégie invasive parce qu'il passe vers une stratification des patients à très haut risque. Par exemple, si j'arrive à faire en cours d'hospitalisation un test d'ischémie, ça veut dire que j'ai pu stabiliser mon patient, j'ai les moyens, les possibilités de faire par exemple une échographie de stress. Si je trouve qu'il y a encore de l'ischémie qui s'exprime à ce test d'ischémie, je peux faire une stratégie, je peux orienter le patient vers une stratégie invasive. Oui, c'est possible. Comme on peut faire un traitement médical. Mais longueur instable, je dis bien longueur instable, ça ne veut pas dire que le traitement médical, c'est tout. C'est traitement médical plus un test d'ischémie pour justement mettre en évidence une ischémie qui reste là et qui s'exprime. Là, il faudrait envoyer le patient vers une stratégie invasive. Si au test d'ischémie, il a fait un longueur instable, le test d'ischémie est négatif, ça veut dire qu'on a contrôlé l'ischémie sous traitement médical, donc il faudrait rester en stratégie invasive. Vous restez en stratégie conservatrice. Alors, est-ce que la stratégie peut avoir lieu? Est-ce que le traitement de longueur instable est seulement un traitement médical? Ça dépend. Il faut donner un traitement médical et en fonction du résultat du test d'ischémie, vous allez proposer une stratégie invasive. Docteur, dans le ST+, est-ce qu'on attend 20 minutes pour confirmer qu'il est persistant? On peut dans les 20 minutes. Oui, il faudrait attendre. Oui, il faudrait. Dans les 20 minutes, il faut attendre les 20 minutes pour dire s'il persiste ou non pour thromboliser. Ça veut dire le temps déjà de faire, avant de faire la thrombolyse bien l'angioplastie primaire, il faudrait faire, surtout c'est la thrombolyse qui nous gêne, hein, c'est surtout ça. On refait un ECG, on dit sus-décalage qui persiste. Quels sont les territoires qui subissent une nécrose les plus graves ou qui exposent plus de complications? Bon, il n'y a pas de territoire. Les territoires qui exposent à des complications, même un petit territoire, je vous dirais un territoire latéral ou bien les territoires inférieurs, peut donner des complications graves telles qu'une rupture de pilier de la valve mitrale ou bien par dysfonctionnement de pilier, il peut entraîner des IM graves et entraîner des OAP. Donc, il ne faut pas dire il n'y a pas un petit infarctus et grand infarctus. Petit territoire, par exemple, il ne faut pas dire qu'il y a petit territoire ou non. Il y a des territoires qui sont petits, qui peuvent entraîner des complications mécaniques graves. C'est vrai que lorsqu'on a un territoire antérieur, le patient a plus de malchance, je dis bien, d'aller vers une insuffisance cardiaque parce que le territoire est plus important. Mais ceci dit, le contraire n'est pas vrai. Un petit territoire, un infarctus de petite taille, dans un infarctus inférieur, peut entraîner un dysfonctionnement des piliers, entraîner une complication mécanique et donc entraîner une complication qui est grave. Donc, territoire, ne raisonnez pas à la phase aiguë en termes de petit ou grand territoire, il faudrait penser en termes d'occlusion coronaire. Ça, c'est très important parce que les petits territoires, il ne faut pas t'agglomérer, et c'est eux qui donnent des complications, qui peuvent donner des complications très graves. Ceci dit, les territoires antérieurs sont les plus, en termes de nécrose, sont les plus étendus. Dans le haut risque et l'intermédiaire, est-ce qu'on donne la dose de charge? Oui. Dès qu'on pose, oui, ou on doit les associer à l'intervention, c'est-à-dire la coronarographie. Oui, dès qu'on a le diagnostic quelle que soit la stratification du risque, vous donnez la double anti-agrégation plaquettaire à dose de charge. Est-ce qu'on revascularise dans l'angle instable? On a déjà répondu. Voilà. Je pense que c'est les questions que j'ai eues. Oui, je pense. Oui, je pense que c'est bon. Oui. Donc voilà, je termine les cours avec vous. Je vous souhaite bon courage pour votre examen. Oui, c'est bon. Très bien, merci. Voilà, je vous souhaite également
comment dirais-je, bon courage également avec avec tout ce que on est en train de vivre avec le Covid-19, avec la Covid-19. Donc, je vous souhaite bon courage pour la préparation de vos examens. Je pense que c'est pas facile de chevaucher deux modules et de faire un examen. Donc, bon courage. Voilà. Je reste à votre disposition s'il y a des questions, etc. Vous pouvez, je sais pas, vous pouvez contacter, faire un live une autre fois pour des questions, etc. Je ne vois pas d'inconvénient. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. D'accord. Merci beaucoup, docteur.